Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru. Je suis Gauthier Zimmerman et bienvenue dans Design Journeys. Design Journeys, c'est le podcast qui part à la rencontre des talents du design francophone. À chaque nouvel épisode, je discute avec un ou une designer à propos de son parcours, de son métier et de son quotidien. Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute! Salut Solène! Salut Gauthier. Je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de Design Journeys. Comme on le disait juste avant de lancer l'enregistrement, tu as déjà écouté l'émission, donc tu sais comment ça va se passer. On va passer plus ou moins 1 heure ensemble à discuter de ton parcours de designer et on va passer un peu plus de temps à discuter de ton rôle aujourd'hui chez Gatorand. On y reviendra tout à l'heure. Mais avant de commencer, Solène, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît ? Ok, bon, déjà bonjour tout le monde et merci Gauthier de m'avoir invité à ce podcast Plaisir. que j'aime beaucoup. Donc, je m'appelle Solène Bora et très brièvement, j'ai une carrière de designer un peu pluri-rôle. J'ai commencé par du design produit, mais matériel, quoi, enfin pur, pour passer au design de service. Aujourd'hui, je suis Head of Product Design chez Gatorand depuis juillet dernier. Super. Alors, c'était très très rapide, donc on va revenir on va revenir un peu sur ton parcours parce que tu as un parcours hyper intéressant. Parce que j'ai noté que tu avais fait un master en ingénierie mécanique aux arts et métiers. Seulement à partir de là, tu t'es spécialisé en design puisque tu as fait de l'ingénierie, design et innovation. Ouais. Et une fois que tu as fini tes études aux arts et métiers, tu as décidé de reprendre tes études en design industriel à l'École nationale supérieure de création industrielle. C'est ça. Tu veux C'est, savoir pourquoi? je veux bien savoir pourquoi. Pourquoi? Ok, c'est un parcours assez. Il a fallu que je sois très patiente. C'est un parcours long. Donc quand j'étais au lycée, j'étais bonne partout. Et mes parents étaient très inquiets. En gros, si tu veux, dès le lycée, je savais que je voulais devenir designer. J'avais la chance, enfin très petite, je voulais être styliste et j'avais la chance d'avoir un oncle qui travaillait dans des écoles d'art et donc très vite qui m'a amené voir des portes ouvertes. Et c'est là où j'ai découvert le métier de designer et enfin pour moi c'était évident que je voulais et que j'allais devenir designer. Ce qui était moins évident à l'époque parce que voilà, le design était encore plus méconnu qu'aujourd'hui. Ce qui était moins évident, c'était de comprendre quelles sont les écoles, comment ça se passe derrière, comment on fait un parcours de designer. Encore plus pour mes parents qui étaient quand même voilà, super inquiets que ça fonctionne derrière et que je puisse, voilà, comme beaucoup de parents. Et du coup, étant bonne un peu dans toutes les disciplines, je suis sortie du lycée. Moi, j'avais qu'une envie, c'était d'y aller, quoi. Mais je me suis retrouvée un peu sans dossier plastique, sans rien, avec des parents toujours un peu stressés. Donc, j'ai me suis engagée dans une classe prépa physique techno où je pouvais apprendre un peu comment on fabrique les choses, c'est quoi les techniques de fabrication, c'est quoi la techno. Et en parallèle, moi, je prenais des cours du soir aux Beaux-Arts pour essayer de me monter un dossier plastique. Je te donne dans le mille, quand tu fais 2 choses à la fois et surtout quand tu te retrouves en prépa, c'est pas là que tu arrives à décrocher des écoles de design. Donc les concours arrivaient, j'avais des concours d'ingénierie, des concours de design en même temps. J'ai pas réussi à obtenir les écoles de design que je voulais. J'ai senti que c'était pas simple non plus pour mes parents de me lâcher un peu c'est pas très joliment dit, lâcher la bride, mais c'était pas simple pour mes parents d'avoir pleinement confiance et de me laisser aller tout de suite dans un cursus de design. Donc j'ai signé un peu un pacte avec le diable. Je leur ai dit ok, je fais l'école d'ingénierie. En revanche, derrière, vous me soutenez pour l'école de design. Et c'était complètement ok pour eux. Enfin, ils m'ont soutenu jusqu'au bout. Ça a été long, mais voilà. Donc du coup, j'ai décidé de rentrer aux arts et métiers, toujours pour ce côté très prod. Voilà, tu étudies la matière, tu sais comment tu fabriques les choses. Et ce que j'ai aimé aux arts et métiers, c'est que tu peux vraiment personnaliser ton cursus. Donc ça a été un peu la révélation. C'est-à-dire que du coup, tu as un tronc commun d'1 an et demi, mais après, il te reste 1 an et demi où tu fais ce que tu veux, quoi. Enfin, ce que tu veux. Tu as plein de possibilités qui te sont offertes. Donc, au bout d'1 an et demi, je suis partie au Danemark parce qu'il y a une culture du design répandue partout. J'ai pu accéder à certaines disciplines où j'ai continué un peu, tu vois, à
faire mon petit bagage. Et effectivement, comme tu disais, en dernière année, au lieu de faire une dernière année de projet classique, j'ai demandé à faire un master en conception de produits innovation, qui est un master en fait qui dure un peu plus longtemps, mais qui regroupe des designers, des ergonomes et des designers. Et on travaille vraiment sur c'est quoi les méthodologies de l'innovation, c'est quoi ces différents métiers, c'est quoi leurs méthodes et comment sur un projet je peux venir les appeler et monter un projet qui soit vraiment complet et pluridisciplinaire autour de l'innovation, ce qui m'a énormément suivi et servi derrière aussi. Enfin, certes à l'école ensuite de design, mais surtout sur le domaine professionnel, quoi. Voilà. C'est intéressant parce que du coup, toutes ces méthodes où tu dis, avec travailler avec des designers, réfléchir à l'innovation, c'était il y a quand même pas mal d'années. C'était en 2005, pardon, il y a 15 ans. Ouais. Je mélange tout. Donc, tu avais déjà mis les pieds dedans avant même que ça devienne vraiment quelque chose d'hyper important et d'assez. Qu'il y ait la hype dessus comme il y a aujourd'hui, Ouais. en fait. Et ce que j'ai trouvé fou, c'est que finalement, moi, je me suis retrouvée à donc. Ensuite, je prends du temps, 9 mois pour faire un vrai dossier pour présenter les Arts Déco et l'ENSI. Donc l'ENSI, les ateliers, pardon, qui sont à Paris. Donc j'ai eu les deux et j'ai décidé d'aller à l'ENSI. J'avais l'impression d'être chez moi et quand j'y allais et quand j'ai passé le concours, et effectivement, c'était vraiment l'école qu'il me fallait. Et arrivé à l'INSI, il parlait justement de ces méthodologies d'innovation, mais j'avais l'impression qu'il parlait de choses que le labo au sein duquel j'avais fait le master, c'était une évidence et c'était déjà passé aux étapes suivantes. Donc c'était assez déstabilisant aussi d'arriver en école de design et me dire mince, ils ont un léger train de retard. Pourtant, je suis quand même à l'ANSI, les ateliers. Mais voilà, c'est normal aussi parce que ce labo était spécialisé là-dedans, quoi. Voilà. Du coup, tu dis qu'ils avaient un peu un train de retard par rapport à ce que tu avais appris, mais du coup, tu as appris quoi? Parce que tu as passé quand même, tu as refait un master là-bas, donc tu as passé quand même pas mal de temps. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris en plus de différent par rapport à ce qu'on t'apprenait dans les écoles d'ingénieurs? Ah, j'ai appris à être designer. En fait, C'est-à-dire? je pense que moi, je suis assez convaincue que tu peux pas devenir designer comme ça non plus. Alors, le premier truc que j'ai appris, c'est faire face à des sujets complexes, pas des sujets compliqués. En ingénierie, je trouve qu'on fait face à des sujets compliqués et puis tu fais des chaînes de décision, tu avances comme ça. En design, c'est complexe. C'est-à-dire qu'il va falloir, tu as plusieurs paramètres sur lesquels jouer et tu dois faire des choix. C'est-à-dire que tu prends pas des décisions, tu fais des vrais choix. Qu'est-ce que tu privilégies à un moment donné? Et en produit, c'est exactement ça, en design produit. Est-ce qu'à ce moment-là, on privilégie le business? Est-ce qu'on privilégie l'expérience utilisateur? Est-ce qu'on privilégie l'esthétique? C'est ça aussi le design. Donc j'ai réappris à penser, très clairement, sur des sujets beaucoup plus complexes. J'ai appris à faire des choix, ce que je savais pas du tout faire, ce qu'on n'avait pas appris dans mon parcours d'éducation, quoi. Oser faire des choix, suivre son intuition. Donc renouer avec ton intuition, ça c'était vraiment un grand plaisir pour moi. Je m'attendais pas à l'avoir laissé de côté si longtemps. Forcément, le plaisir de pouvoir remettre l'utilisateur au centre, quoi. Comment on utilise les choses, ça peut être très fonctionnel, mais ça peut être aussi très poétique. Comment je donne une réponse à ça. Et puis le droit de pouvoir dire appuyer sur les émotions, l'esthétique, c'est aussi une réponse. Donc c'est aussi retrouver il y a la façon de penser, mais c'est aussi de retrouver du plaisir à travers des sensations, des émotions que tu fais passer aussi dans ce que tu conçois, quoi. Et à l'époque, tu concevais des produits physiques, c'est ça? Alors, les deux. C'est pour ça que le passage au design de service n'a pas été très compliqué pour moi. Les deux parce qu'en fait, donc l'ENSI, bien qu'elle s'appelle École nationale supérieure de création industrielle, c'est surtout une école à penser. Et donc du coup, si tu veux, quand tu rentres à l'ENSI, contrairement aux autres écoles où tu peux avoir des cursus dans lesquels tu spécialises, design d'interaction, design industriel, scénographie, nous en fait, on n'a pas, c'est un cursus individualisé. C'est-à-dire que tu rentres et tous les 6 mois, tu passes devant une commission avec laquelle tu discutes des 6 mois que tu viens de passer, de ce que tu aimerais faire, quels sont les projets qui sont proposés au semestre suivant. Et à ce moment-là, tu t'orientes en fonction de différentes approches qui sont en fait proposées par les designers encadrant les projets. Donc ça veut dire que tu peux très bien faire de la scénographie et le jour suivant faire du service et revenir à du produit industriel.
Donc au fur et à mesure comme ça, tu peux toucher un peu à tout et construire ton parcours et comprendre ce qui te plaît ou plaît pas. Moi, j'ai fait beaucoup de produits au début, mais au fur et à mesure, je me suis orientée vers le service et clairement, mon diplôme, c'était un diplôme de design de service, quoi. Voilà. Très bien, c'est la question que j'allais te poser ensuite, en fait, parce que dans ton parcours, une fois que tu as quitté l'école, tu as fait différents stages en tant que service designer, tu es passé par Lacoste où tu as fait product and interior designer, après tu as fait du freelancing en tant que service and strategic designer. En regardant un peu ton parcours, je me suis posé une question, c'est qu'est-ce que c'est un service designer? Qu'est-ce que c'est, quel est ce métier en fait? Quel est le métier de service designer? Ben, je vais faire une comparaison, j'espère qu'elle est assez claire, mais tu me diras si il faut que j'approfondisse. Mais un designer produit, il va concevoir le vélo. Le service designer, il va concevoir le système du Vélib. C'est-à-dire que, en fait, un vélo, aujourd'hui, c'est plus un vélo que tu possèdes, c'est un vélo que tu loues et que tu prends à l'endroit dont tu en as besoin et tu le reposes à l'endroit où tu en as plus besoin. Et tout ça, potentiellement, peut ensuite s'incarner par différents points de contact. Pourquoi pas une interface, mais ça peut être aussi complètement autre chose. Pour moi, le design, c'est ça, le design de service, ça explique bien qu'en fait, tu ne conçois plus l'objet, mais bien l'usage que tu fais de cet objet-là. D'accord. Alors pour pousser la métaphore du Vélib jusqu'au bout, ça veut dire que le service designer, on va lui donner un vélo qui est déjà à disposition et il va juste faire en sorte de se dire, OK, comment je vais aller le récupérer? Quels sont les Ouais. moyens d'interagir? D'accord. Donc en fait, il va concevoir l'écosystème. Donc, comment ça se passe tout ça? En fait, c'est quoi l'écosystème? Qui est-ce qu'il propose? Est-ce qu'il y a un abonnement? Est-ce qu'il est lié à la mobilité? Qui fournit ce truc-là? Comment ça se passe? Et après, bien sûr, toute l'expérience qui te permet d'utiliser ce service-là, comment tu l'utilises, etc., etc., quoi. alors quelle est la différence avec un UX designer? Alors ça, c'est une super question parce que du coup, c'est une question dont on discutait beaucoup avec les UX designers chez User Studio. Pour moi, un UX designer, c'est un service designer. Et je sais qu'ils se revendiquent pas tous d'être service designer. Je pense que la différence, c'est qu'un designer de service, si tu veux, il ne présuppose pas quel va être ce point de contact dont on parlait. C'est-à-dire que si c'est un comptoir avec quelqu'un qui est derrière qui te donne de l'information, ce sera ça le point de contact. Si c'est une interface, c'est une interface. Si c'est, je te donne un exemple, si c'est une salle d'attente en soins de mes journaliers, tu vois, pour personnes un peu dépendantes, et tu vas travailler sur tout l'espace, comment tu reçois les gens, comment tu les fais attendre et comment ensuite tu les reçois. Donc ça peut être de l'espace. Donc si tu veux, le designer de service, il va être pourvoyeur de recommandations sur toutes ces choses-là. Maintenant, l'UX designer, il touche beaucoup plus de l'interface, quoi. Ouais, donc en fait, un UX designer, pour toi, ça serait un service designer spécialisé dans Assez les spécialisé interfaces dans l'interface, digitales. voilà, ouais. Et je pense que ça vaut le coup que les UX designers vraiment s'intéressent au design de service parce que si tu veux, ce qu'ils vont concevoir va être d'autant plus pertinent, impactant, parce que ça veut dire qu'il faut qu'ils montent un peu plus vers la recherche utilisateur, du positionnement aussi d'applications, tu vois, des choses comme ça. Voilà. Mais prête à en discuter parce que par exemple, chez User, on avait deux UX designers et une des deux était convaincue qu'elle était service designer et l'autre a mis un peu de temps. Au début, voilà, pour elle, c'est UX UI, très interface. Mais quand tu conçois une interface, tu conçois un service, très clairement. Ok. Si on se remet dans le contexte de ce que tu as fait, toi, quand tu étais chez Lacoste, du coup, quand tu étais quand tu imaginais des services pour Lacoste, en fait, c'était pas du tout lié à de l'interface design, c'était vraiment beaucoup dans les boutiques, c'est ça que tu Ouais. faisais. En fait, juste pour donner un peu de contexte, la manière dont ça se passait, parce que Lacoste, moi j'étais chez Lacoste quand la famille Lacoste possédait encore l'entreprise. Ça a changé Mhm. désormais. Tu y étais en 2012, entre 2012 et 2014, pour Mm, recontextualiser. exactement. Et donc la manière dont ça se passait, c'est que la maison mère en fait détenait en fait tout l'héritage Lacoste, l'héritage à la fois esthétique et de l'innovation aussi de Lacoste, parce qu'il y a eu des sacrées innovations chez Lacoste. En revanche, après tout se passe en franchise, c'est-à-dire que si vous avez des vêtements Lacoste, c'était fabriqué et distribué par
par exemple, qui était la franchise. Donc à la maison mère, on était responsable de créer les concepts de boutique, c'est-à-dire à quoi devait ressembler une boutique Lacoste ou Lacoste Live, sans pouvoir ensuite, si tu veux, maîtriser ce que les franchisés allaient faire dans leur propre boutique. Donc en fait, on concevait ces concepts-là, on écrivait une espèce de bible de comment il fallait faire, on donnait le maximum de guidelines pour que sur le terrain, ce soit le plus proche possible des boutiques. Donc moi, je faisais partie des équipes qui concevaient ces concepts-là. Et du coup, en fait, c'est très proche d'un produit numérique parce qu'en fait, quand tu t'approches d'une boutique Lacoste, il va se passer quelque chose en vitrine qui te donne envie d'y aller. Ensuite, tu arrives sur des tables qui te donnent un peu une atmosphère, qui vont mélanger des choses. Les produits phares, les polos, donc les barres de polo, on appelle ça les polo bars, tu mets au fond de la boutique parce que tu veux que les gens découvrent autre chose avant. Et puis quand tu fais l'accueil, il faut que tu vois des choses qui t'intéressent derrière le vendeur. Alors c'est très marketplace ce que je te raconte, mais il y a une vraie expérience en fait. Il y a vraiment une expérience du moment où je suis dans la rue jusqu'au moment où je sors de la boutique. Et quand tu attends à la caisse, il se passe des choses derrière le vendeur, enfin le caissier en tout cas, qui sont clairement conçus et pensés pour toujours continuer à t'inspirer et te donner envie d'acheter, malheureusement, mais c'est la dure réalité des choses. C'est là où j'ai une question à te poser, c'est que j'ai l'impression que par rapport à l'UX designer qui est plus là pour aider l'utilisateur à résoudre un problème, là, dans ce que tu me racontes de service designer, c'est plus poussé un peu à l'achat en fait. Enfin, t'as une dimension qui est un peu différente. Alors, chez Lacoste, j'étais pas service designer, hein. J'étais vraiment interior designer et tu vois. Oui, je vois. Et en fait, le parallèle, je le fais parce que si tu veux, ça me paraît évident, en fait, que c'est à peu près les mêmes logiques de réflexion, d'expérience. En revanche, c'est bien cette logique d'achat qui m'a fait dire non, mais en fait, j'ai pas envie de rester chez Lacoste. Enfin, j'ai fait mes gammes là. Très vite, au bout d'un an et demi, je me suis dit, mais en fait, là, c'est le début de ma carrière. Si je continue dans cette voie-là, dans 10 ans, je continue à faire des choses pour que les gens achètent. Et personnellement, ça correspond pas du tout à mes valeurs, du tout. Et puis à ce moment-là, il se passait plein de trucs, tu vois. Uber venait d'arriver et c'était hyper passionnant. T'as compris que j'étais passionnée par l'innovation de par ce master. Et donc à un moment donné, moi, j'avais l'impression un peu d'être dans un placard. L'innovation, ça me titillait. Je me suis dit, ok, en fait, là, il faut que tu réactives côté design de service parce que c'est là que ça se passe. C'est trop excitant ce qui est en train de se passer. Il faut que tu opères de nouveau la bascule. D'où la suite. Ouais, mais j'ai quand même deux questions à te poser avant encore sur Lacoste parce que quand on s'est rencontrés pour la première fois, c'était pour parler de recherche utilisateur. Ouais. Et tout à l'heure, tu parlais justement de créer justement toute cette ambiance à l'intérieur d'un magasin pour pousser les gens à aller au fond du magasin, à attendre, enfin créer une expérience. Quand j'ai relu un peu ton parcours, je me suis posé la question de comment tu faisais pour tester tout ça. Est-ce que tu créais des faux magasins dans lesquels tu faisais passer des clients test pour voir un peu comment ils interagissaient et après t'allais voir dans des vrais magasins comment ça se passait, ou c'était vraiment du tout. Alors pour le coup, Lacoste c'est vraiment à l'ancienne. Tu sais, toutes ces maisons un peu toutes ces maisons de mode non, très à l'ancienne. Donc non, t'as un espèce de petit département archi intérieur qui va avoir régulièrement, tu vois, par contre, on allait voir les boutiques à gauche, à droite, voir ce qui nous semblait fonctionner autre, mais absolument rien derrière de chiffré, tangible et de vérifiable. Du tout, du tout. on se garde ça pour la suite. Et une dernière question là-dessus, je pense qu'on a un peu touché du doigt à ça en y parlant avant, mais comment tu définirais la différence entre l'expérience utilisateur, qu'on appelle souvent l'UX dans ce podcast, et plus qu'on appellerait aujourd'hui la CX, l'expérience client. Quelle est la différence? Est-ce que c'est la même chose sous un autre nom? Est-ce qu'il y a d'autres... C'est une bonne question. C'est une bonne question. Personnellement, je trouve qu'elle se ressemble de plus en plus. À une époque, je pense que je t'aurais dit que l'expérience client était pas assez holistique, tu vois, pas assez globale, et peut-être certainement pas assez focusée
pardon, c'est du franglais, pas assez concentré sur l'utilisateur en tant que tel, et beaucoup plus, tu vois, avec un service client ou des choses comme ça. En revanche, je trouve que là, pour évoluer chez Gateround et pour voir ce qui se passe un peu autour, je trouve que l'expérience client ressemble de plus en plus à une vraie expérience utilisateur globale, de plus en plus. C'est juste qu'elle n'est pas forcément réfléchie par des designers ou avec des designers. Enfin, je suis pas en train de dire qu'il faut la réfléchir. Donc, malheureusement, je pense que tous les métiers ou les départements n'ont pas forcément les meilleurs outils pour la réfléchir. Là où un UX designer serait super clé pour justement aider à la fois la formaliser et travailler aux bons endroits de la bonne manière. Voilà. Mais je trouve qu'on commence un peu à avoir les deux être de plus en plus proches, en tout cas. Enfin, je trouve que l'expérience client, je la trouve plus intéressante aujourd'hui parce que je trouve qu'elle s'approche un peu plus de ce qu'on appelait nous expérience utilisateur à une époque. Mais voilà, encore une fois, c'est bizarre de ne pas pouvoir avoir ton avis sur le sujet. Je suis pas là pour le donner, mais non, pour être totalement transparent, je suis d'accord avec toi. Et j'ai vu dans une interview que tu avais donnée aussi à l'époque que tu disais que c'était beaucoup aussi l'expérience client, c'est justement ce que tu expliquais chez Lacoste où tu essayes de les faire aller au fond du magasin pour qu'ils puissent tout voir et puis qu'ils Il y sentent dans avait... une bonne Ouais, atmosphère pour les pousser un peu à acheter. ouais. Et j'étais assez d'accord avec ça et je suis également d'accord avec ce que tu viens de dire qui est plus aujourd'hui il faut plus penser l'expérience complète, non pas comme on appelle les gens vraiment comme des utilisateurs où c'est vraiment ils vont d'un point A à un point B, mais une fois qu'ils sont arrivés à B, comment on leur fait arriver à C pour les aider ou à D s'ils ont besoin d'autres choses. En fait, il faut penser un tout. Enfin, ce qui me fait dire que j'ai plus envie d'opposer les deux, c'est que je trouve que par exemple chez Gateround, je pense clairement on parle d'expérience client. C'est pas forcément le département design qui va impulser ce truc-là, mais je trouve que elle est assez vertueuse, c'est que je la trouve. Enfin, on sent qu'il y a une envie de faire en sorte que l'expérience soit bonne, l'expérience globale soit bonne et qu'on en ait un excellent souvenir. Donc, c'est là où je me dis quand même qu'on se dirige vers cette idée de l'expérience utilisateur globale. Et je trouve ça chouette, mais toujours un peu frustrant de se dire mince, il y a vraiment des outils super performants pour le travailler et j'aimerais bien que ce soit plus pour eux en termes de voilà, tu vois, qu'il y ait Tu penses à quoi? juste c'est quoi faire un customer journey quoi ou un user journey, comment Tu tu veux dire le fais? penser de manière globale, plus que en dehors, par exemple, de juste la plateforme Gatorade. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Qu'est-ce qui s'est passé avant d'avoir tout? Ben ouais, différents départements ont ces choses-là en main. Tu vois, le service client a une partie de cette partie-là. Le service des sinistres aussi a une partie de cette expérience-là. Bien sûr. Et il le travaille bien. Clairement, moi j'ai déjà vu quelqu'un du service client faire des user journey, donc j'étais ravie de voir que ces outils-là étaient utilisés. Mais des fois, j'aimerais pouvoir mettre mon nez un peu plus dedans, notamment côté sinistre, et les aider aussi à créer cette espèce de map qui leur permet de comprendre où on en est. Bon, on sait à peu près quel point on a envie d'adresser, mais ouais, j'aimerais bien Je te transmettre propose plus de trucs, quoi. Je te propose qu'on garde ça pour tout à l'heure. J'aimerais bien Ok. juste finir un petit peu sur ton parcours parce que après Lacoste, comme tu le disais, tu voulais plus bosser dans de l'innovation. Donc, tu es parti dans une agence qui s'appelle User Studio, Ouais. qui est une agence de design de service. Et là-bas, tu étais strategic designer. Service Du coup, designer et strategic designer, ouais. ouais, et du coup, qu'est-ce que c'est qu'un strategic designer? Ça, c'est la question, ouais. Alors, comment aborder cette question pour essayer de pas être trop nébuleuse? Quand on fait du design de service, si tu le fais bien, il y a un moment donné, tu peux pas t'extraire ou échapper à des questions de quelles sont les évolutions de comportement, de société ou sociale. Qu'est-ce qui est en train de se passer sur le marché, entre guillemets, mais pas un truc très business à ce moment-là, mais plus qu'est-ce qui est en train de se passer, comment toutes les choses sont en train de se faire bousculer actuellement, notamment par le numérique. Et la seconde chose, qu'est-ce qui est valable en termes de business plan, de proposition de valeur. Enfin, tu peux pas conseiller des entreprises et leur dire ce service me paraît intéressant
sans réfléchir à est-ce qu'il est bien aligné avec l'ADN de l'entreprise, ce qu'elle est capable de faire, ou si elle n'est pas capable de faire, est-ce qu'elle est capable d'opérer un changement pour le faire, qu'il soit culturel ou autre. Est-ce que derrière, tu fais du design de service, donc est-ce qu'il y a des retombées aussi pour cette entreprise? Est-ce que c'est une diversification de marché ou pas? Enfin, qu'est-ce qu'il en est? Donc c'est là où tu ne réfléchis pas que à bonjour, j'ai envie de faire le Vélib, mais bonjour, est-ce que c'est le bon moment de faire le Vélib? Est-ce que je le fais dans toutes les villes ou ça? À qui je vais m'adresser? Est-ce que ça se monétise? Comment? Donc en tant que stratégie designer, moi j'avais pas la prétention ni la capacité, si tu veux, d'établir un business plan, mais je savais ce que ça voulait dire, comment on le fait, etc. Et en revanche, je travaillais toujours avec des personnes dont c'est en revanche la compétence première. Donc je pouvais être chef de projet et avoir ce genre de choses dans le contrat et la méthode qu'on avait contractualisé avec le client. Et dès qu'on passait à des histoires plus de business plan, etc., on avait des partenaires consultants qui étaient beaucoup plus compétents dans ce domaine-là, mais j'étais capable de l'animer, le comprendre, en tirer les conclusions et aider ensuite mes clients à faire le chemin vers ça, quoi. Mais surtout, je le prenais en considération dans les propositions que j'allais leur faire. C'est-à-dire que les propositions, elles ne peuvent pas être hors sol. Tu peux pas... si demain tu demandais à un designer produit de faire une chaise, il fera pas la même chaise pour Fairmob que pour Artemide. Parce qu'en fait, c'est pas les mêmes métiers, c'est pas les mêmes clients, c'est pas les mêmes marchés. Donc il faut comprendre ça. Et sincèrement, je pense qu'on ne te l'apprend pas en école. Donc faut être curieux de ça. Tu veux dire, on t'apprend pas à avoir cette vision business et de pouvoir... En tout cas pas à l'ENSI. Je pense que on a beaucoup de partenariats, donc on a une espèce de sensibilité à ça, si tu veux. Si Intermarché vient, on essaie de comprendre qu'il y a Intermarché. Mais tu vois, je pense qu'on ne m'a jamais expliqué les choix de Stark. Pourquoi chez Artemide, il dessine ça et pourquoi chez Knoll, il dessine ça. Alors qu'en fait, il y a tout ça derrière. Et c'est passionnant, en fait, parce que ça sort pas nulle part et c'est du génie, mais pas que créatif pur, quoi. Mais du coup, j'ai un peu de... Je Je suis désolé. trop. Pardon? J'espère que je t'embrouille pas trop. Non, tu m'embrouilles pas trop, mais tu vois, c'est des mots, c'est des postes. Et quand tu me décris ce que tu as fait, dans ma tête, je vois business analyst et product manager et UX designer arriver dans ma tête, les trois ensemble, où il y en a un qui va aller chercher le besoin business, il y en a un qui va essayer de comprendre ce besoin, essayer de le transformer pour résoudre un problème. Et après, tu as le designer qui va arriver, qui va faire en sorte de trouver la solution. Et finalement, en fait, est-ce que strategic designer, c'est un mélange de ces trois J'ai un peu du mal en fait à situer ça dans. Alors, pour moi, alors, très simplement, pour moi, le designer, il n'est pas là que pour concevoir la solution. Pour moi, le designer, il est beaucoup plus en amont que ça. Il est là pour comprendre le problème. Ouais, j'ai un peu réduit. On en avait déjà parlé avec Jérémy, dont on reparlera tout à l'heure, mais effectivement, on en parle souvent. Où le designer est là aussi pour comprendre le problème. On va en parler tout à l'heure de recherche utilisateur, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression que le strategic designer est au-dessus de tout ça et fait un peu de tout. Où j'ai un peu du mal à peut-être naïvement essayer de le mettre dans une case spécifique que je connais, mais tu vois, j'ai l'impression... dis pas que le strategic designer, il va énormément se focuser sur la phase amont, de comprendre quel est le problème, définir qu'est-ce qu'il est en fait, quel va être l'angle d'approche. Donc oui, quelque part, ça s'apparente plutôt à du product management. Quel va être ton angle d'approche et comment tu vas le dérouler derrière. Ce qui fait qu'un strategic designer, il n'est pas forcément UX designer derrière. Enfin, il peut tout à fait s'arrêter au ce moment où il définit un peu les grandes lignes des directions à avoir. Je te donne un exemple sur une app. Le strategic designer va plus réfléchir à, si c'est une jeune start-up, à dire ok, c'est quoi, vous êtes qui, c'est quoi votre proposition de valeur, voilà différentes idées de positionnement pour votre application et donner ces grandes directions-là, ce qui fait qu'il peut tout à fait passer le relais derrière à quelqu'un qui va ensuite dérouler l'application et la concevoir de A à Z, comme la suivre aussi, ou enfin pour le cas, moi je le faisais aussi, mais c'était parce que j'avais envie de le faire et j'avais envie d'aller dans cette voie-là, quoi. Mais tu peux tout à fait t'arrêter là, en fait. Donc c'est très user research,
compréhension du business, beaucoup d'analyse en fait. C'est très analytique, quoi. Et ensuite définir quelles sont les possibilités, bien les peser pour aider à prendre des décisions éclairées. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que c'est un rôle qui est pas très connu aujourd'hui en France. En fait, en regardant ton profil, c'est la première fois que je voyais cet intitulé-là et les missions qui sont derrière, ce que tu fais en fait. J'ai Je pense l'impression que qu'il d'habitude, est, c'est beaucoup plus fragmenté. ouais, je pense qu'il est connu dans certaines boîtes. Et en fait, si tu veux, c'est comme si, pour moi, c'est une forme de designer de service mature, tu vois, qui arrive à maturité. C'est-à-dire qu'en fait, un designer de service junior, ça va être compliqué de faire ça, mais plus il va mûrir et avoir des projets de plus en plus gros et avec des personnes plus haut placées dans la boîte, plus il va commencer à toucher à ce truc-là un peu stratégique designer. Mais je pense sincèrement qu'il y a beaucoup de boîtes qui le font. Je pense à Faber Novel, je pense à Fjord, où là, il y a une ADN forte quand même de compréhension d'un marché avant de proposer une idée. J'ai l'impression que c'est beaucoup des agences en fait. Oui, c'est beaucoup agence. Ah oui, clairement, oui, pardon. C'est beaucoup. Je pense qu'en France, ça reste encore à l'état d'agence. C'est souvent des agences qui historiquement viennent du design de service et UX. Et si tu me poses la question de est-ce que c'est des rôles qu'on voit déjà dans des entreprises, peut-être que ça commence à arriver chez des Saint-Gobain, des choses comme ça, qui commencent à avoir des bons départements design. En revanche, dans des startups, non, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est encore compliqué d'envisager ça. Pourquoi ? D'envisager le designer à cette position aussi en amont, on n'y est pas, je pense, pas encore. Pourquoi ? Parce que je pense que mon avis est très personnel, mais je pense que c'est très français, en fait. Je pense que quelqu'un qui vient d'HEC, il a encore du mal à se dire qu'un designer peut avoir des choses à dire et à penser de ce côté-là. C'est terrible à dire, hein, mais pour l'instant, ce sentiment, ne m'est toujours pas contredit actuellement, tu vois. Je peux pas dire que je sois contredit au quotidien sur ce sentiment-là. D'accord. Donc, il y a des choses en fait, on doit rentrer par la petite porte. Et la meilleure petite porte, selon moi, c'est la user research. Mais ça, j'imagine qu'on va en discuter. Oui, on va en discuter, puisque après 3 ans chez User Studio, tu rejoins Coolicar, qui est, alors, on va le simplifier, c'est les Airbnb pour les voitures, qui était concurrent de Wicar et Drivey, qui est devenu Getaround. C'est très bien Ça, résumé. ça, on en reparlera encore après. Pourquoi tu décides, après 3 ans en agence et à ce poste de strategic designer, de redescendre dans une startup pour redescendre, excuse-moi le terme, de repasser en entreprise dans une startup pour redevenir designer de service? Ok. Alors, deux choses. La première, c'est que du coup, mon intitulé chez User, c'est donc Service Designer et Strategic Designer, mais c'est aussi chez User Studio que j'ai conçu mes premières applications. Parce que ce que tu n'as peut-être pas dit, c'est qu'ils ont un ADN, donc design de service, mais aussi d'interaction très fort. Donc en fait, ils ont vraiment ces deux pôles qui sont là, et donc ça m'a permis moi de faire la passerelle. Et en réalité, ce qui me plaisait le plus, c'était de réfléchir à un service, à son positionnement, et ensuite pouvoir accompagner la conception et clairement faire la conception de l'application qui allait derrière. Enfin, c'est ça que j'adorais faire, quoi. Donc déjà à cette époque, tu réfléchissais à tout ce qu'il y avait en amont et tu Ouais. tu créais le produit. Ok. Ouais. Et c'est sûr que quand User Studio a commencé à grandir et à devenir plus mature, c'était plus difficile pour eux de continuer à créer cette porosité. Ils avaient besoin un peu d'avoir des pôles un peu spécialisés. Et moi, j'avais encore cette envie-là. Et ensuite, il y a le rythme d'agence. En agence, tu fais un projet. Je crois que mon plus gros projet, il a duré 9 mois peut-être, peut-être 12. Non, 12 mois. Mais c'est des projets que tu laisses derrière. Donc, si tu conçois une application, par exemple, ou une partie d'application, ensuite, tu ne fais pas le suivi. C'est-à-dire que tu n'as aucun, à part les retours que tu as eus en user research et en user testing, une fois qu'elle part, en fait, t'es pas challengé dans tes choix parce qu'en fait, tu ne suis pas ce que tu as fait. Et c'est très bien un temps, mais c'est super chouette. Mais au bout d'un moment,
comment tu progresses en fait? Comment je progresse en tant que designer si derrière je vois pas les conséquences de mes choix de conception? Je les suis pas, je suis pas sûre d'avoir fait le bon choix. Peut-être que ça fait 3 fois que je conseille ça, mais les 3 fois ça n'a pas marché, j'en ai aucune idée. J'ai juste eu des user tests qui m'ont permis d'orienter, mais je vois pas après dans la vraie vie. Donc envie de suivre un produit, de comprendre les conséquences de ses choix de conception, de voir si ça fonctionne bien et de progresser quoi. Et donc rien de tel que d'aller en start-up pour le faire et d'avoir de temps de le faire sur plusieurs années quoi. Donc voilà, mon envie assez vite d'aller en start-up était évidente. Chouette. Dans une interview, tu disais aussi que tu voulais rejoindre une entreprise parce que tu voulais apporter justement une culture design dans une entreprise. Histoire qu'on statue bien, pour toi, qu'est-ce que c'est une culture design? Culture design, alors, est-ce que tu peux préciser ta question? Parce que qu'est-ce qu'une culture design? Est-ce que tu veux que je t'explique à quel moment j'estime que l'entreprise a une culture design suffisamment mature, par exemple? Ce serait ça ta question? Bon, on peut se dire ça déjà pour avoir un point de départ, pour essayer de comprendre. En fait, ma question, c'est qu'est-ce que c'est qu'une entreprise avec une bonne culture design? Et après, comment tu fais pour emmener une entreprise qui a une faible culture design ou pas du tout de culture design à atteindre cet objectif? Ok. Une culture design, je pense. En fait, j'ai peur que ma réponse soit bateau, donc c'est pour ça que je te demandais de repréciser. Mais si je devais définir une culture design, c'est l'utilisateur, l'expérience utilisateur est un des piliers qui est pris en compte dans les choix, dans la manière de faire, la méthodo, etc. Quand je dis bien un des piliers, ça veut pas dire que c'est le seul pilier, mais c'est un des piliers. Donc quand tu atteins ça, oui, je pense qu'il y a une culture design qui est suffisante. Il y a ce côté pilier utilisateur, mais comprendre aussi que la conception, clairement, elle est portée par les designers, quoi, qui sont certainement les mieux placés pour formaliser la solution avec l'aide d'autres personnes, en prenant en compte, si tu veux, les autres d'autres interlocuteurs clés. On parlait du product manager, mais ça peut être aussi un stakeholder qui vient du business ou de la growth. Donc c'est faire confiance au designer qui va être capable un peu de prendre toutes ces convergences, les formaliser et puis bien sûr travailler main dans la main avec eux pour ce faire. Donc il y a deux choses, il y a ce pilier d'utilisateur, quoi, le prendre en compte, mais il y a aussi derrière la confiance que tu laisses et que tu portes au designer, quoi. Et donc quelque part les coups des franges que tu lui laisses en fait. Et justement, comment tu fais pour apporter toute cette autonomie, tout ça auprès des designers? Parce que t'en parlais tout à l'heure, il y a encore beaucoup d'entreprises où justement le designer, c'est quelqu'un qui est juste là pour faire quelque chose de joli, de designer un truc de sympa, et voilà, il n'y a pas toute cette réflexion utilisateur derrière, toute cette liberté pour apporter une réponse à une solution. Comment tu fais justement pour démocratiser ça dans une entreprise? Je prends beaucoup de patience, faut être très patient. Non mais sincèrement, c'est clé. Non mais on oublie souvent parce qu'en fait, du coup, on est quand même une discipline qui sommes fatigués de devoir nous battre des fois. Moi, la première, je le vois aussi à travers d'autres collaborateurs. Faut être patient. Et puis je pense qu'on n'est pas les seuls à essayer de défendre aussi sa vision des choses. Donc il faut aussi comprendre qu'on n'est pas les seuls à vouloir défendre sa vision des choses et qu'on n'est pas détenteur de la vérité. Donc faut être patient. Et il y a plein de petits combats en parallèle. Pour moi, la clé, c'est de faire sortir, c'est ce que tu disais, hein, le design de cette case de c'est joli. Donc, bête, smart en fait. C'est-à-dire que quand tu présentes quelque chose, que ce soit une solution, enfin n'importe quelle proposition de valeur, ça peut être un écran ou autre chose, c'est d'expliquer pourquoi tu as fait ces choix-là. Donc montrer en fait que le design est ancré en fait sur des arguments qui sont pas des arguments de je préfère cette couleur à cette couleur. Voilà, donc je trouve que déjà ça pour moi c'est le premier pas, c'est de montrer à quel point ce sont des choix raisonnés qui prennent différentes choses en compte et expliquer pourquoi ces choix.
Pourquoi avoir appuyé là-dessus plutôt que là-dessus? Pourquoi avoir décidé plutôt ça qu'autre chose? Plus t'expliques ça, plus tu fais comprendre qu'en fait, il y a quelque chose d'intelligent derrière et que c'est pas purement créatif. Donc bien faire comprendre ça. Ça, c'est une des premières choses. Être très partageur. Je pense que pour le coup, s'il y a bien quelqu'un qui l'a démontré, c'est Jérémy, c'est que plus tu partages, plus tu partages, et plus tu as envie de partager, plus les gens s'y intéressent. Ne pas rester dans sa tour d'ivoire, tu vois, de designer et de se dire, bon, ils comprennent rien. Enfin, vraiment créer le partage à chaque fois le maximum possible. Ça fonctionne très bien. Et la troisième chose, pour avoir une culture design, et là, je m'adresse aux designers, franchement, connais tes utilisateurs, quoi. Parce que alors ça, c'est la clé qui ouvre, selon moi, beaucoup de choses. Le craft, c'est quelque chose, tu vois, vraiment, c'est sûr que faire quelque chose de très craft, soit bien crafté, soit de qualité, c'est super. Alors craft, ça veut dire joli pour ceux qui... De chiadé, de Ouais, de beau, de... propre, quoi. Mais... Définition dribble. Ok. Mais tu peux t'être planté quand même. Alors que si tu connais super bien ton utilisateur, ça veut dire que quand il va falloir discuter avec le type qui a la growth ou ton product manager, mais que toi, tu connais aussi l'utilisateur, tu vas pouvoir argumenter ou le challenger ou à l'inverse préciser un peu ce que lui entrevoit, mais que toi, tu as perçu encore plus précisément. Et ça, pour moi, c'est la deuxième clé du pouvoir du designer, c'est que plus il connaîtra ça, plus il sera capable de discuter avec tout le monde, d'argumenter et de prendre une position et une place beaucoup plus forte, en fait. Il y aura pas de discussion. Et après, si il faut argumenter entre est-ce qu'on privilégie cette partie-là qui est plus business que user-centric, pourquoi pas? Mais au moins, toi, t'es dans la course, quoi. Merci beaucoup pour cette réponse. Est-ce que c'est quelque chose que tu as réussi à mettre en place chez Kulikar? Oui et non. Alors oui, chez Kulikar, en fait, oui et non parce que oui, avec les personnes qui faisaient vraiment vivre la start-up. Je pense notamment à Elisa Desgranges et Julien Ray. Elisa et moi, on avait déjà travaillé ensemble, donc oui, pour eux, c'était évident que c'était normal. Juste pour resituer, c'était des designers ou c'était... Des business owners. L'une propriétaire et l'autre locataire. Et moi, j'avais déjà travaillé avec Elisa, et donc c'était assez évident pour eux, donc j'étais invitée à la table des discussions. Le nom, il vient plutôt des fondateurs, et notamment un pour qui vraiment le design c'était obscur. Il le disait lui-même, mais j'avais beaucoup de mal à le faire évoluer. Mais si tu veux, il n'y avait pas d'incidence sur mon travail au quotidien. Donc c'était plus après, tu vois, des questions structurelles, de titres. C'est pour ça que par exemple mon titre c'était UX designer et user researcher. Enfin, c'était un peu, tu vois, un truc qui pouvait commencer à comprendre en termes de titre, hein. Je sais pas forcément en termes de ce qu'est censé faire le designer, voilà. Mais donc au quotidien, j'ai pas du tout été impactée, mais sur des questions plus structurelles ou avec la hiérarchie ou les fondateurs, ouais, il y avait encore beaucoup de choses à faire comprendre, quoi. Bon, malheureusement, c'est pas quelque chose que tu as pu pousser bien loin, puisque après 1 an chez Kulikar, la boîte a fermé. Ouais, mais j'ai eu quand même des petites victoires. Tu vois, par exemple, montrer au CPO, parce que le CPO c'était le CTO, ce qui est capable de vraiment de faire un designer, parce qu'ils avaient un designer, mais qu'ils avaient mal, je pense qu'ils n'avaient pas très bien casté par rapport à leurs besoins. Donc ça répondait pas forcément à leurs besoins à eux. Si, j'ai eu quand même des petites victoires, quoi. Leur montrer comment on travaille. J'avais commencé à faire des petits travails de vision, tu vois, qui donnent envie de se projeter à 1 an et de ça. Donc quand même des petites victoires. Voilà. Quand tu parles de travail de vision, tu veux dire comment tu imagines la plateforme en termes de look ou en termes de justement de service et de façon... service, de fonctionnalité, de voilà. Comment, par exemple, pour être l'espace propriétaire à terme et comment il devrait être. C'est le moment un peu où tu t'extrais du quotidien, du daily, quoi. Et tu dis, mais en fait, on sait à peu près tous quels sont les besoins. C'est juste que dans les roadmaps, on fait du daily, ce qui correspond à la stratégie de l'entreprise sur 6 mois, 1 an.
Mais il y a aussi, en vrai, qu'est-ce que devrait être cet espace-là, et tu as le droit aussi d'y réfléchir de fond en comble avec un peu d'ambition. Ça donne un cap, en fait. Ça permet de donner le cap de vers quoi tu vas aller, et tu comprends mieux comment tu mets les premières étapes pour y aller. Si tu donnes pas de cap, tu peux aussi aller dans toutes les directions. C'est hyper intéressant. Donc, j'aimerais bien creuser un peu. Pour les gens qui nous écoutent et qui se disent, moi aussi, je suis pris dans le daily au quotidien et j'aimerais bien un peu étendre la vision, travailler là-dessus. Comment tu t'y prends pour t'extraire de ça, pour dire, pour justifier tes choix, pour montrer ce que tu as fait, pour essayer de le vendre, je veux dire, en interne Ouais. auprès de tes collaborateurs. Comment tu trouves du temps? En fait, c'est parce que tu vois, dans des startups où tout va très vite, en fait, finalement, ce travail de vision, si tu es juste, entre guillemets, designer, comment tu fais pour le pousser et te mettre en avant? Alors ça, pour le coup, moi j'ai eu 2 expériences de ce côté-là. Alors, j'avais l'expérience en agence, mais on va l'oublier. Mais en interne, 2 expériences différentes entre Coolicar et GetEarn. Je l'ai fait 2 fois. Coolicar, on était beaucoup plus petits. On fonctionnait en sprint. Du coup, je sais plus comment j'ai réussi à faire ça, mais j'ai réussi à un moment donné à trouver le temps de le faire. Je suis désolée, hein, j'essaie de faire appel à ma mémoire. Pas de souci. Mais il y avait encore le designer qui était là, qui faisait un peu le quotidien sur quelques features. Donc je pense que j'ai réussi à m'insérer, à le faire en parallèle, ou carrément sur une semaine, boum, je l'ai fait, quoi. Par contre, très clairement, c'était resté à l'état plus de UX, donc plus des wireframes avec quelques couleurs un peu, si tu veux, à l'arrache. En revanche, je m'étais vraiment, pour pas aller trop loin, arrêtée à la UX, donc à du wireframe très fort, pour 2 raisons. De temps, la première chose. Et ensuite, je venais d'arriver, et c'était pas si simple que ça, la collaboration avec le précédent designer. Donc c'était aussi pour pas trop amener quelque chose qui est fermé, ficelé. Donc quand tu amènes du niveau de gris, ben, les gens comprennent il y a encore de la discussion qui est possible, qu'ils ont encore le droit de dire quelque chose, et que tu leur apportes pas quelque chose qui est fermé. Enfin, tu sais, c'est souvent le rapport entre est-ce que il vaut mieux une esquisse à main levée ou quelque chose qui est finalisé. Si tu amènes quelque chose de finalisé, les gens stressent et vont peut-être regarder des choses qui ne sont pas ce dont tu veux débattre. Par exemple, la couleur d'un bouton. Alors que si tu leur amènes quelque chose qui est moins finalisé, ils ont de la place pour leur imagination, de la place pour donner leur avis, et donc du coup, la discussion, elle est plus intéressante, elle est moins crispée. Donc j'avais réussi à trouver ce temps-là, et quand tu fais la vision, tu fais la user research absolument avant. Donc j'avais l'avantage, c'est que Elisa et Julien étaient très convaincus qu'il fallait discuter avec des propriétaires, des locataires, et donc du coup on en avait fait tous ensemble. J'en embarquais toujours un avec moi, et on avait été sur le terrain avant de fabriquer ce travail de vision qui était essentiellement côté propriétaire. Parce que comme chez Drivey, en fait, on a tendance à chouchouter le locataire qui vient louer une voiture. C'est là où on met beaucoup l'effort, parce qu'il faut qu'il y ait de la demande pour pouvoir susciter de l'offre ensuite. Et donc très souvent, c'est l'espace propriétaire qui arrive en second temps, en fait, et à un moment donné qui est un peu appauvri par rapport à l'espace locataire. Et chez GetAround, pareil, ça a été un temps hors du travail de squad. Donc ça, c'est Jérémy qui il l'a piloté, mais surtout il a mis en place ce temps-là, où il a convaincu le CPO, Nicolas, qu'il fallait nous laisser du temps pour travailler sur de la vision, et que ça allait être porteur derrière. Et donc du coup, on s'est fait 2 petites équipes, propriétaires et locataires, et on a travaillé comme ça à raison de, je crois qu'on était à peu près à une demi-journée, voire une journée par semaine sur ce travail de vision sur 2 mois, il me semble. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'il faut que tu fasses trop durer. Et à un moment donné, il faut que tu poses le crayon, donc ça doit pas être parfait, mais ça doit se donner suffisamment d'envie et de cap pour définir les prochaines étapes. Et ce cap, il sert à qui? Au designer, à l'équipe produit, au management? Alors ça sert à l'équipe produit. Très clairement, parce qu'en fait, tu as la chance à un moment donné de pouvoir réfléchir un peu le produit de manière plus approfondie, faire converger toutes les idées qui n'ont pas été formalisées en un moment, quoi.
Ça sert aussi d'autres parties prenantes. Moi, je pense beaucoup à nos account managers. Donc, les account managers chez Getaround, ce sont les personnes qui aident des propriétaires pros, c'est-à-dire des propriétaires qui ont envie de devenir entrepreneurs chez nous et d'avoir plusieurs voitures. Et eux, ils ont beaucoup de retours et beaucoup de choses à dire sur le produit côté propriétaire. Donc, ça les sert aussi à un moment donné parce que on fait pas ça dans notre coin. On discute avec eux. Ils nous font part des retours qu'ils ont régulièrement. Nous, on formalise, on refait des ateliers avec eux pour vérifier qu'on a bien compris. Et donc, du coup, c'est pas que l'équipe. Oui, c'est l'équipe produit parce que tu formalises des choses qui est du produit, mais en fait, tu travailles avec d'autres entités qui sont partie prenante de cette vision-là. C'est une vision que tu partages à la fin à Ouais. l'ensemble de l'entreprise? Ouais, on l'a partagé d'abord pendant un démo day. Donc nos démo days, ça réunit toute l'équipe engineering et l'équipe produit. Donc déjà au sein d'un démo day, tu le partages, tu vois un peu les réactions et c'était plutôt très positif. Et après tu le partages, mais alors peut-être que là on l'a moins opéré. C'est le moment où le confinement est arrivé, le premier. On l'a partagé de manière plus informelle derrière d'autres équipes et un peu plus tard, du coup, à cause de cette année confinement. Ça marche. Bon, allons-y directement. On a beaucoup parlé de Getaround qui s'appelait à l'époque Drivey, qui est le leader français et européen de l'autopartage. Tu y es depuis mars 2019, d'abord en tant que product designer et comme tu l'as dit tout à l'heure, maintenant en tant que head of product design. Il y a quelques mois dans cette émission, j'ai déjà reçu Jérémy Barré, qui à l'époque était le head of product design. C'était un épisode hyper intéressant au cours duquel on a parlé de la création de l'équipe product design chez Getaround, de l'organisation de l'équipe, de la relation avec les product managers et les développeurs. Bref, je reviendrai pas sur tous ces sujets-là avec toi, puisque en fait, si les gens sont intéressés par tout ça, l'épisode de Jérémy est dans la description de cet épisode, pour ceux qui veulent écouter. Avec toi, j'ai envie de me pencher plus sur quelque chose dont tu as déjà parlé plusieurs fois, c'est de la recherche utilisateur, parce que c'est autour de ce sujet-là qu'on s'est rencontrés, qu'on avait déjà discuté. Ouais. Mais juste avant ça, avant de bien rentrer là-dedans, maintenant, tu as eu un rôle de product designer après avoir été service designer, strategic designer. Comment tu as fait tu en as un peu parlé tout à l'heure, mais qu'est-ce que ça a changé pour toi, comme ce nouveau rôle par rapport à tes expériences passées? Écoute, j'étais quand même déjà product designer chez Coolicar, hein. C'est juste que Je sais, mais tu m'as eu en préparant cette émission en changeant les intitulés de tes différents posts sur LinkedIn. ah non, mais c'est pas moi. Je te dis, je pense que Coolicar, ils étaient pas encore matures pour comprendre que c'était product designer, tout simplement, tu vois. Donc j'ai cette espèce de triple étiquette un peu bizarre, mais écoute, j'étais déjà chez Coolicar en étant un peu head of finalement chez Coolicar, même si on n'est que 3 designers. J'ai oublié ta question. Et donc, ah oui, comment je fais la transition avec product design? Alors, pour le coup, par contre, gros changement entre Coolicar et Drivey, c'est vrai. Pourquoi? Parce que Drivey a une vraie culture produit. Enfin, elle est très mature sur sa culture produit. Donc, j'arrive dans une entreprise où tout le monde lit, tout le monde est très au fait sur comment on s'organise. Et c'est très organique, ça change. Tout le monde, en gros, si tu veux, il y a un vrai effort d'être performant et de trouver la meilleure organisation pour être performant. Donc c'est vrai qu'il y a un gros... tout d'un coup, j'ai l'impression de rentrer dans la cour des grands, très clairement. Et comment j'ai fait évoluer du coup mon rôle? C'est vrai que du coup, peut-être que la grosse différence que j'ai ressentie, c'est que les fonctionnalités sur lesquelles je travaillais étaient beaucoup plus fermées, plus scopées, moins ouvertes. Il y en a certaines qui étaient moins ouvertes pour des mauvaises raisons, donc j'arrivais à les rouvrir. C'est-à-dire, quand je dis moins ouverte, c'est-à-dire que c'est très déjà défini, mais tout d'un coup, tu te rends compte que, tiens, j'écris un petit parcours utilisateur et en fait, faut aller chercher un petit peu plus loin, proposer un peu plus que simplement une information, tu vois? Proposer, tiens, je te donne cette information et je te permets de faire l'action derrière qui permet de résoudre, l'information que je viens de te donner et je vais pas juste te donner l'information. Donc ouais, un peu plus fermé, donc des fois, je trouvais des occasions pour réouvrir un peu et je pense que ça, c'est, oui, clairement mon profil de designer de service ou de UX où on reposait un peu plus les questions, tu vois, qui fait que c'était possible. Et puis des features où, non, en fait, c'est comme ça et tu dois faire. Et ça, j'avais un peu moins l'habitude de choses plus
plus petite peut-être en termes de ce que tu as fait. Donc ton attention est d'autant plus portée sur le craft. Et donc voilà, plus de différentes mesures et ambitions dans les choses sur lesquelles je travaille, quoi. Ok, bon, toi, on l'a déjà dit et tu l'as répété pas mal de fois, une de tes spécialités et une des choses que tu pousses beaucoup, c'est la user research, la recherche utilisateur. Quand tu arrives chez Getaround, comment ça se passe, la recherche utilisateur à ce moment-là, et toi, qu'est-ce que tu apportes en plus? Ok. Quand j'arrive chez Getaround, clairement, Jérémy m'embauche parce que ça l'intéresse de pouvoir développer de manière beaucoup plus approfondie la user research. La user research dépend à l'époque beaucoup de la sensibilité du PM, du product manager. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui est sensible au fait d'interroger les utilisateurs, il le fait. Je dis il parce que ce ne sont que des hommes. Allez, encore maintenant. Ça me fait mal au cœur. Donc du coup, ils le font avec leurs méthodes, leurs moyens. Donc par exemple, je crois qu'il y avait 4 ou 5 PM quand je suis arrivée. Clairement, il y en avait 2 qui en faisaient, pas le reste. Et il y a Jérémy qui, de toute façon, a bien joué son rôle et qui est donc, au-delà d'avoir des PM qui sont intéressés, lui, jusqu'à maintenant, ce qu'il avait essayé de faire, c'est au moins de montrer différentes méthodes de user research. Quand je dis différentes méthodes, c'est bien sûr que tout ce qui est test utilisateur, je pense que ça y est, c'est acquis, on sait qu'il faut en faire. Mais des interviews, du shadowing, pourquoi on le fait, à quel moment on le fait. Donc ça, en fait, des journaux de bord aussi, au pluriel. Donc ça, Jérémy avait fait en sorte aussi de se dire très bien, il faut que j'ouvre sur d'autres formes de user research, que au moins les gens aient les vues au moins une fois, quoi. Et donc quand j'arrive, ce qu'il me demande, c'est d'essayer de faire en sorte que la user research soit plus systématique, qu'on en fasse un peu plus, notamment des tests, parce qu'on n'en fait pas assez, mais qu'on commence aussi à glisser un peu plus vers des choses plus amont, voire même un peu plus fondamentales de recherche. Donc plus amont, c'est avant de faire une feature ou que tu as un problème et que c'est pas encore clair, c'est interviewer des utilisateurs. Et plus fondamental, c'est bonjour, qui sont les gens qui louent fréquemment chez nous, que font-ils, qui sont-ils? Ça, c'est de la recherche un peu plus fondamentale et on commence à toucher un peu plus de la stratégie, si tu vois ce que je veux dire. Je vois. Donc l'idée, c'était d'essayer de développer, structurer ça, et donc d'en faire ce qu'on appelle un chapter. Je sais pas s'il faut que j'explique ce que c'est. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Ok. Donc chez Getaround, comme dans pas mal de boîtes, mais pas toutes, on est organisé en squad. Donc les designers sont intégrés dans des squads avec des data analysts et product managers et développeurs mobiles et front-end, back-end. Mais dès qu'il s'agit d'une discipline qu'on estime transversale, comme par exemple product management, product owner ou user research, on ouvre un chapter, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une personne qui va être responsable de aider à transmettre le savoir sur cette discipline-là, le transmettre, l'animer, outiller, mentorer, et ce, au sein de toutes les équipes. C'est transverse, en fait. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un chapter. Il y en avait un pour Product Owner chez Getaround, et le second, ça a été User Research, et le troisième, UX Writing. Donc, j'imagine que toi, tu étais en charge du chapter User Research. Exactement. Et comment tu fais justement pour démocratiser la User Research auprès de toutes ces équipes, leur expliquer comment ça fonctionne, pourquoi il faut en faire, comment on en fait? Alors, en fait, tu dois commencer doucement. Encore une fois, de la patience. Tu commences pas à rentrer dedans. Moi, je suis entrée par 2 choses. La première, c'est il y avait déjà, donc Jérémy était déjà assez moteur pour inciter chacun des designers à faire des tests utilisateurs, mais c'est déjà aussi commencer à essayer de trouver des moyens pour soulager les squads lorsqu'elles sont sous pression, d'avoir des ressources externes pour faire des tests utilisateurs. Tu vois, c'est bête, mais si on n'a pas le temps de le faire, est-ce qu'on peut avoir des outils ou des entreprises qui nous aident à le faire plus facilement?
Alors, comment tu justifies ça? Parce que je dirais plus d'un point de vue financier, parce que c'est quelque chose qui coûte de l'argent. Et que on en avait parlé par exemple avec Jonathan Widowski qui a créé Maze, où il dit que la valeur perçue des tests utilisateurs est encore très faible. Et donc du coup, dire que tu vas sous-traiter dans une entreprise où les tests coûtent assez cher, c'est assez compliqué. Alors, tous les tests coûtent pas si cher dans toutes les entreprises. En vrai, oui, il y en a. Non, sincèrement, oui, je suis d'accord. Il y a des solutions qui coûtent très cher et on n'aurait pas réussi à rentrer par cette grande porte. Mais il y a aussi des boîtes qui sont plus petites, qui sont en train de se construire et qui te permettent d'avoir des solutions un peu plus flexibles. Par exemple, des crédits que tu viens consommer. Donc ça veut dire que tu fais pas si tu veux, t'as pas un montant énorme, t'as pas un ticket d'entrée qui est fort. Tu vas avoir des crédits que tu viens consommer comme ça au fur et à mesure. Et à l'époque, c'était entendable pour Drivey de commencer à mettre de l'argent dans la user research. Pas énormément, mais tu vois, au consommer, c'est quelque chose qu'on avait réussi à faire passer pour des tests. Et si je comprends bien, c'est quelque chose où tu vas commencer à avoir des premiers résultats. Tu vas pouvoir montrer ces résultats et à partir de là, les gens vont commencer à comprendre les bienfaits de la user research et ce que ça apporte. Ouais, alors je dis, si tu veux, sur les tests utilisateurs, on n'avait pas besoin de montrer le résultat. Pour le coup, j'arrivais, si tu veux, dans un contexte. C'est peut-être pour ça que ça explique aussi ta question et ça y répond. J'étais dans un contexte où le test utilisateur, je pense que tout le monde était convaincu. C'était plus souvent un manque de temps, un manque d'anticipation. Tu vois, on fait une roadmap, mais on oublie de se dire, bah là, on veut faire des tests utilisateurs ou là, faudra en faire. Donc quelque chose qui est pas suffisamment, si tu veux, en continu. On était encore peu de designers par rapport au nombre de développeurs, etc. Et donc du coup, puisque tout le monde est convaincu du bienfait, que c'est plus un problème de bande passante, comment tu déportes en fait ce temps-là que tu n'as pas ailleurs en sous-traitant une partie, donc en test plutôt asynchrone. Ça, c'est défaut, c'est qualité, le test asynchrone. On le sait. Mais du coup, voilà, en se disant, bon, puisque des fois on n'a pas le temps, est-ce qu'on peut de temps en temps déclencher un test asynchrone qui nous permet de gagner un petit peu de temps pour se faire, temps de recrutement, parce que tu viens piocher dans des bases déjà faites. Pas forcément beaucoup de temps de dépouillage, parce qu'en fait, finalement, tu réécoutes assez tout dans l'ensemble, mais voilà. Et ensuite, il y avait autre chose, qui m'intéressait aussi, c'est que l'entreprise qu'on avait choisie pour ce crédit-là, ce qui m'intéressait, c'est qu'elle était capable d'accompagner et de relire les protocoles des designers. C'est que, puisque moi j'étais contributrice et tu vois, responsable du chapter user research, on va pas se mentir, hein, tu peux pas être partout. Donc, ce qui m'intéressait aussi, c'est de pas être la seule, si tu veux, à prêcher la bonne parole, mais d'avoir une entreprise extérieure qui était capable de relire le protocole de mes designers et de les conseiller. Je trouvais ça super chouette parce que je suis convaincue que c'est toujours bien d'entendre la même chose de deux personnes différentes. Et ça, je me disais, ça va être super parce que je vais leur dire une fois d'une certaine manière et peut-être que la boîte dont c'est la spécialité va leur dire encore d'une autre manière et ça va faire son bonhomme de chemin. Et ça, je trouvais ça vraiment aussi assez précieux. Hyper intéressant. T'as dit qu'il y avait une deuxième porte d'entrée? Deuxième porte d'entrée, moi je suis arrivée, je rigole, ça me fait rire à chaque fois, je suis désolée. Jérémy m'a fait travailler plutôt sur les squads qui étaient liés aux propriétaires. Ce que je trouvais très malin parce qu'on est beaucoup plus sur des notions peut-être plus de UX justement et de service et d'outillage. Et forcément, quand j'arrive, je me rends compte que il y avait un peu de travail qui avait déjà été fait, notamment par Charles, de persona, il faisait des interviews, mais je trouvais quand même qu'on les connaissait pas si bien que ça, nos propriétaires, quoi. Donc la deuxième étape, c'est du shadowing. C'est-à-dire que tu peux pas rester. Moi, je pouvais pas rester derrière mon ordi en me disant et qu'on me donne des vérités sans avoir été sur le terrain. Donc je te donne un exemple. Moi, quand je suis arrivée, on était persuadés que nos propriétaires, ils étaient pas sur mobile. Ils étaient forcément sur derrière leur bureau, sur leur ordi, à faire toutes les petits manips qu'on leur demandait de faire. Donc, moi, j'ai fait 2 premiers shadowing. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à ces fameux account managers, qui sont en lien avec eux, qui les aident à grandir, de m'en booker. Alors, j'essaie de pas faire de franglais, mais de m'en recruter. Réserver des créneaux avec eux. Merci. De m'en booker, c'est tellement plus simple.
Et ben, donc du coup, je vais sur le terrain avec eux. J'en profite pour amener un account manager avec moi à chaque fois parce que c'était plutôt bien aussi. Donc pas laisser la user research que au designer. Toujours amener quelqu'un d'autre avec vous. Même en user test, prenez un dev avec vous. Vous allez voir comme ils sont trop contents de voir le produit utilisé par des utilisateurs. Mais ils sont ravis, quoi. Et il y a ça, c'est ok. Ça, c'est le troisième point. Jamais faire la user research seul. T'amènes toujours quelqu'un avec toi. Ça, mais et pas que ton PM, quoi. Vraiment, un dev, un mec de la growth, tu trouves la bonne personne à ce moment-là, ce qui est malin de faire, mais t'amènes quelqu'un d'autre. L'objectif, c'est de montrer ce qui se passe, c'est ça? Ouais. Parce que moi, j'ai généralement tendance à faire des tests utilisateurs avec un PM avec moi qui est plus là pour soit prendre des notes, soit pour retirer les biais que tu peux avoir en posant des questions et où eux vont t'aider à justement à les éviter ou à t'essayer de... Enfin, ou l'inverse aussi, c'est parfois les PM qui posent les questions et moi qui note. Enfin, pour éviter ça, toi, c'est plus encore un contexte à part qui est de Transmettre. transmettre. D'accord. Et quand je dis transmettre, c'est pas transmettre nécessairement les méthodes de user research, c'est transmettre la connaissance de l'utilisateur, c'est-à-dire que transmettre, c'est-à-dire ne pas rester sur ses idées ou préconçues, mais de venir regarder sur le terrain ou à l'utilisation réellement quels sont les mots et les pensées d'un utilisateur. Donc c'est pas transmettre la user research, c'est transmettre l'utilisateur en lui-même en fait. Transmettre voilà, ton produit il est là, regarde comment il rentre en contact avec ce produit-là. Et lui il va peut-être faire ça, ce sera peut-être le seul sur le 5 ou 6 de ton panel, mais tu l'as vu et c'est clé. Parce que ça, pour le coup, tu me parlais de culture design, mais la culture de l'utilisateur, elle est clé aussi, et je trouve que c'est beaucoup comme ça que tu la transmets en fait. Et en plus, c'est terrible parce que les gens s'en rendent plus compte au bout d'un moment, donc ils ont même plus l'impression que voilà, mais en fait, ils reviennent des fois de très loin en termes d'idées préconçues. Donc je te donne l'exemple. Donc moi, on me disait que les propriétaires étaient derrière l'ordinateur. Je commence par faire mes 2 journées sur le terrain. Je me retrouve, le point de rendez-vous, ce sont les parkings ou sont les voitures. Et je me retrouve avec des gens qui font 1 heure de trajet dans les transports publics. Et donc, bien sûr qu'il y a un tas de trucs qu'ils sont déjà en train de faire sur leur téléphone mobile, un peu comme ils peuvent, parce que nous, on les a mal outillés, quoi, sur mobile. On a beaucoup privilégié l'ordinateur. Et donc, du coup, bon, j'avoue que c'était un peu une intuition que j'avais, mais bien sûr qu'en fait, les photos, t'as un dommage, tu prends la photo dans la voiture, t'as envie tout de suite de le poster et faire ta demande de sinistre. Bon, ça, on ne permettait pas, tu vois. Donc, premier exemple, en fait, d'idées préconçues, et puis tu vas 2 jours sur le terrain et tu te rends compte que non, en fait, les propriétaires ont un besoin mobile et on peut plus mettre ça de côté. Voilà, c'est un exemple de connaissance forte qui permet aux designers de dire non, en fait, on va pas prioriser le web, on va prioriser mobile parce que regardez ce qui se passe. Et ça, c'est un exemple vraiment fort, tu vois, structurant sur le produit. C'est pas une feature, là, je te parle d'un truc super structurant en termes de choix sur le produit. C'est intéressant le fait que tu ailles voir des utilisateurs. On n'insiste jamais trop dans cette émission pour dire qu'il faut aller rencontrer ces utilisateurs ou essayer de discuter avec eux dès que possible. Moi, il y a un truc qui m'avait marqué quand on avait discuté la première fois de ça, c'est que les équipes de Gatorand sont majoritairement à Paris. Il y a un gros effort qui est fait à Paris, donc il y a certaines méthodes de... Paris est une ville hyper dense, tu trouves une voiture assez facilement. Toi, tu es de Bordeaux. Oui. Donc les tests sont... Les façons de consommer sont un peu différentes. Ouais. Toi, quand tu fais tes tests utilisateurs, tu les fais où? À Paris, à Bordeaux, dans un autre pays, parce que Gatorand est aussi dans d'autres pays en Europe? Alors, pour l'instant, on aurait aimé aller vers l'Europe. En dehors du Covid, hein, j'entends bien. Ouais. Non, mais en fait, si tu veux, le plus fort part de marché, elle reste en France. Donc c'est vrai que pour l'instant, la user research est très centralisée en France, aussi par défaut de moyens. On va pas se voiler la face, c'est qu'à un moment donné, on a peu de ressources, peu de temps, et donc ça reste très français. Ce qui est clairement challengeable et on en a bien conscience. Et alors après, bien sûr que moi j'ai mis un gros pavé dans la mare en étant basée à Bordeaux. User researcher, bien sûr qu'on peut pas se contenter de voir des Parisiens en fait. J'irais même plus loin. On ne peut pas se contenter de voir des Parisiens qui ont 30 ans, travaillent dans la tech. Parce que ça aussi c'est très fort. Si on pense guérilla testing par exemple,
Un guérilla testing, tu te retrouves dans des quartiers où tu vois, on travaille Ouais, face à face. où tout le monde a déjà son application, l'a déjà utilisé, c'est comment ça Digital fonctionne, bien sûr. native, blablabla, blablabla. Donc, j'irais même plus loin que ça, c'est attention, arrêtez avec le truc de en trentenaire qui se ressemblent. Oui, c'est clair que c'est aussi une de nos cibles, mais pas que en fait. On a plein d'autres locataires qui ont des profils bien différents, plein de propriétaires bien différents. Donc du coup, jusqu'à maintenant, côté propriétaire, si tu veux, on a des gens un peu disséminés partout. On a beaucoup de gens à Paris, mais on a aussi d'autres gens ailleurs. Donc on tient, si tu veux, un Google Sheet avec les propriétaires pros, les particuliers qui sont où ils sont, et on essaye de bien mélanger tout ça. Et côté locataire, moi j'ai réussi à mettre un pavé dans la mare quand on s'est interrogé c'était en septembre 2019 sur qui étaient on les a appelés nos regulars, nos réguliers, donc les gens qui louent au moins 2 fois tous les 6 mois. Et là j'ai bien fait en sorte qu'on puisse interviewer d'autres gens, et notamment j'ai profité d'être à Bordeaux pour en interviewer 2. Et oui, tu te rends compte que c'est pas du tout les mêmes logiques, et ça répond à beaucoup de questions. Je te donne un exemple. Donc un des sujets de bataille de Gatorand, c'est la proximité de la voiture. Faire en sorte que ta voiture soit le plus proche de toi. Donc qui dit proximité, très souvent, notamment à Paris, on pense vraiment proche, tu vois, genre à pied. Proximité à Bordeaux, ça veut pas forcément dire à côté de ta rue. À proximité, c'est 1 quart d'heure max avec un transport en commun direct. Donc moi, j'ai rencontré des personnes qui louaient à peu près toujours au même endroit, parce qu'en fait, avec le tram, elles sont à 4-5 stations, c'est 15 minutes, et elles savent qu'elles peuvent se regarder derrière, elles vont pas se prendre la tête. Et donc du coup, le rapport de proximité est différent. C'est-à-dire que là où, je te donne un exemple, on met en avant la voiture est à 600 mètres, on pourrait se dire que demain, c'est la voiture est à moins de tant de minutes et je t'indique comment y aller. C'est juste que le mot proximité change en fait Il est d'essence. relatif par rapport à... Exactement. Intéressant. Avec la crise sanitaire actuelle, c'est un peu plus compliqué de rencontrer les gens. Ouais. Comment tu fais maintenant pour faire des tests utilisateurs, pour voir comment les gens utilisent la plateforme, quelles sont leurs contraintes, quels sont leurs problèmes? Est-ce que tu l'en fais encore, ou est-ce que c'est quelque chose qui est de côté pour l'instant? Non, c'est une très bonne question. Alors, déjà, les tests utilisateurs, on les faisait beaucoup à distance. Ça, c'était un gros changement pour moi, parce que jusqu'à maintenant, je me déplaçais. Et c'est vrai que pour des raisons de temps, en fait, plutôt de la distance. Et en vrai, ça se fait pas trop mal. Il faut juste avoir 2 écrans pour pouvoir avoir la personne. Oui, alors, petit conseil, 2 écrans, parce que il faut que tu vois ce que fait la personne, il faut aussi que tu vois sa tête, parce qu'il y a toujours une nuance entre ce que va te dire la personne et ce que tu es en train de voir sur son visage. C'est exactement pour ça qu'on enregistre ce podcast à la voix, mais qu'on a la caméra en même temps, Exactement. pour que je puisse voir comment tu réagis. Exactement. Donc de toute façon, c'était, si tu veux, les tests utilisateurs à distance, c'est carrément challengeable, hein. Mais c'était quelque chose moi je m'étais assise sur le fait qu'on pourrait se déplacer plus souvent que ça pour rencontrer les utilisateurs et voir réellement comment ils font, ce qui est quand même mieux à mon sens. Mais oui, ça a un coût de temps et d'argent. Donc test à distance, ça se faisait déjà, donc on continue à en faire. On n'a pas trop de mal à recruter parce que c'est à distance, donc ça se fait bien. Les interviews, tu sais, par exemple, il y a un sujet qui vient, mais on a besoin de comprendre un peu mieux comment les utilisateurs font. Il y avait aussi beaucoup de choses qu'on faisait à distance par Hangout. Donc ça, on continue, c'est pas un problème. Et tout ce qui est shadowing et terrain, on n'en a pas fait depuis. Je pense que c'est pas tant pour des raisons de Covid. Enfin, si, parce que le Covid, en fait, nous a obligés à regarder d'autres choses. On est beaucoup à temps partiel aussi dès qu'il y a un confinement, parce qu'il faut se prémunir la trésorerie. Et donc, du coup, c'est vrai que autant on arrive à faire des tests utilisateurs et des interviews, autant de la recherche fondamentale, c'est plus discutable quand tu es dans ces situations-là où c'est un peu l'urgent qui prend le pas sur l'important, quoi. Tu fais des tests utilisateurs, tu rencontres des gens, tu parles avec eux.
Tout à l'heure, tu parlais des account managers qui ont des retours. Vous avez le service client qui a des retours. Ouais. Je sais qu'en interne, ce que vous faites aussi, c'est que quand quelqu'un de Getaround loue une voiture, il doit faire un retour sur Un leur trip expérience. report, ouais. Un trip report, exactement. Comment tu fais pour concilier toutes ces informations qui viennent de différentes sources avec... tu as la data aussi d'ailleurs, que j'ai Ouais. oublié, mais tu as beaucoup de ressources qui viennent de partout, qui peuvent t'apporter beaucoup de... j'ai l'expression en anglais qui me vient en tête, mais beaucoup de grains à moudre. Ok. Et comment tu fais pour justement récupérer tout ça, essayer de tout mettre dans la moulinette et réussir à sortir des inputs hyper intéressants sans que toute l'information soit disséminée partout et perdue? Alors, on le fait très mal. Je vais pas te mentir, on le fait très mal et c'est quelque chose sur lequel j'étais en train de travailler avant le confinement de mars, donc centraliser, alors il y a des canaux de partage. On a bien sûr un channel user research sur Slack, il y a un channel Trip Report, qui est le fameux channel où tout le monde poste. On a fait un petit template sur un Google Doc où tout le monde vient raconter. Donc un Trip Report chez nous, c'est vous louez une voiture chez Getaround, et on va faire la même chose pour les propriétaires, des employés qui sont propriétaires de voitures. Mais en gros, chaque employé, lorsqu'il loue une voiture Getaround, est invité à écrire un peu un rapport de son expérience, qui a bien fonctionné, mal fonctionné, mettre des photos. Enfin, ça prend un peu la forme qu'il veut, mais on a fait quand même un petit template qui permet de guider. Et pourquoi on a choisi Google Docs, c'est que ça permet à tout le monde de commenter et de réagir. C'est-à-dire que c'est posté sur Slack, tu le lis quand tu veux et tu peux le commenter, réagir, passer la main à un product manager, commenter en tant que designer, de dire bah oui c'est vrai, c'est pas la première fois que je vois ça. Enfin, donc ça c'est hyper riche, mais c'est la fameuse limite de nous sommes tous des utilisateurs d'une trentaine d'années, plus ou moins blancs, venant des mêmes écoles. Voilà, c'est du Habitant doc. majoritairement à Paris. C'est ça, c'est du dog fooding, c'est pas suffisant, mais c'est déjà génial de le faire. C'est hyper important. Donc on a un channel Trip Report où il y a ça, il y a un channel User Research qui malheureusement vit beaucoup à travers moi, mais certainement parce que enfin dès que j'entends une autre initiative ailleurs, je demande à ce que ça soit posté là, mais il faudrait qu'il soit encore plus vivant. Et là où on n'est pas bon, et ce sur quoi je travaillais avant le confinement, c'était de centraliser effectivement la doc, la doc qui est au sein de l'équipe design, mais aussi de l'équipe produit, mais aussi de l'équipe marketing, de l'équipe account manager, etc. Enfin, de trouver un moyen d'agglomérer tout ça dans une knowledge base pour pouvoir, pour que n'importe qui s'intéresse à un sujet, vienne voir s'il y a déjà des choses qui ont été faites, quelles ont été les conclusions, etc. Et là-dessus, oui, on n'est pas bon. Et, euh, et c'est clairement de ma faute, mais dans l'idéal, en fait, il faut centraliser ça dans un Notion ou un Airtable ou quoi que ce soit. Mais ça permet de continuer à travailler sur cette fameuse transparence et transmission. C'est-à-dire que si tu centralises ça, ça te permet d'agglomérer des choses de partout et de faire en sorte que tout le monde y ait accès. Et ça, c'est hyper important, en fait. Est-ce que toutes ces informations que tu récupères, et je pense surtout à la vision moyen et long terme, est-ce que tu as une autre façon de récupérer ces informations ou de les garder et de les digérer et un jour de les ressortir? Parce que c'est pas tout à fait la même chose d'aller voir des utilisateurs, de récupérer des problèmes et de tout de suite travailler sur une solution et d'avoir beaucoup de problèmes que tu vas garder quelque part dans une database ou quelque chose que tu vas ressortir un jour en disant ok, on veut travailler sur améliorer la performance des locataires ou des propriétaires, voilà tout ce qu'on a déjà, voilà tout ce qu'on peut ressortir, voilà ce sur quoi on peut travailler à long terme. Est-ce que la stratégiste qui est en toi, comment elle étale dans le temps en fait tous les résultats de ses recherches? Je comprends. Alors, du coup, c'est là où la vision est le point culminant de ça. Parce qu'en fait, quand tu travailles la vision, c'est justement le moment où tu as pris en compte tout ce que tu as appris, mis de côté, tu relis tout ça. Nous, on a fait un card sorting aussi avec les propriétaires, côté propriétaire. Donc, on a pris le temps de voir avec eux comment ils avaient envie de regrouper les choses, qu'est-ce qui leur manquait, plus croiser avec les account managers qui sont très au fait des besoins. C'est là où tu peux avoir effectivement plein de docs avec plein de synthèses. De toute façon, à chaque fois, moi, je demande à ce qu'il y ait une synthèse, je fais l'effort qu'il y ait des synthèses, mais ça prend du temps et comme tu dis, ça fait pas tout converger. En revanche, la vision fait tout converger, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu fais converger à travers
comment ça pourrait s'incarner dans une interface, dans un produit, comment on pourrait y répondre. Quand on parle de performance, par exemple, quels sont les indicateurs qui sont vraiment importants, parlants et activables pour un propriétaire, tu vois. Tout ça, c'est aussi la vision qui permet de le faire et de le synthétiser pour que ça puisse te servir derrière, dire ok, c'était ça, on va pas réinventer la roue, on avait déjà creusé ce point-là et on va pouvoir commencer à le mettre au fur et à mesure les premières briques, quoi. La vision, c'est quelque chose qui est généralement établi au niveau de l'entreprise. Toi, maintenant que tu es passé Head of Product Design, est-ce que tu as un rôle plus important dans la création de cette vision au sein de tous les managers de Gatorand? C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que pas mal de cartes ont été rebattues à Gatorand. Il y a eu beaucoup de changements de managers. Du coup, il y a un peu tout enfin pas tout à reconstruire, mais des nouvelles personnes, donc tu vois, des choses comme ça à communiquer, échanger, transmettre. Si on reste juste sur la vision, en vrai, mon rôle là, c'est surtout qu'on mette les premières briques, les premières étapes, et donc pour l'instant, ça reste quand même beaucoup encore concentré sur le produit, notamment parce que notre première brique à nous, en fait, c'est de désolidariser un peu plus l'espace locataire de l'espace propriétaire et d'avoir vraiment une double navigation comme peut l'avoir Airbnb, parce que ça va nous permettre énormément de choses côté propriétaire. Donc tu vois, comme les premières briques sont très produits, là ma vraie attention c'est de faire en sorte que ça se passe et que ce changement, si tu veux, structurel dans l'architecture du produit se fasse. On est vraiment là sur l'architecture du produit plus que sur des choses très à long terme, etc. Et ensuite, comme en plus il y a des choses qu'on a vraiment travaillé avec les account managers qui font partie de l'équipe growth, je sais que c'est des choses sur lesquelles ils ont taffé, ils savent où c'est, qu'on l'a fait ensemble, le résultat a été partagé, donc pour moi c'est une base acquise et c'est maintenant à l'équipe produit au fur et à mesure de la faire et de la réaliser, quoi. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est comme ce travail de vision, si tu veux, a été rendu en février dernier, il est encore hyper frais, en fait. On est tout juste en train de mettre les premières briques parce que Covid fait que les activités ont été réduites, quoi. Et je pense qu'on a encore largement de quoi faire avec ce qui a été produit et réalisé en février dernier. Ça marche. J'ai une dernière question pour toi. Jérémy, il est parti en juillet, si je me souviens bien, en juillet 2020. Toi, tu as repris son poste. Depuis, qu'est-ce qui a évolué pour toi dans ton rôle, dans ta façon de gérer les équipes, de gérer la user research? Plusieurs questions dans une question là. Alors, on peut commencer par qu'est-ce qui a changé pour toi avec la reprise de cette équipe? oui, tu changes de rôle en fait. C'est-à-dire que tu es contributeur, tu es responsable d'un chapitre et là tu passes à responsable d'une équipe. Donc un vrai rôle de management. Donc j'ai beaucoup plus de temps qui est dédié à ça. C'est donc déjà prendre un peu au vol des personnes que tu connais comme collaborateurs, mais dont comprendre quel est leur parcours personnel, leur aspiration personnelle, pour bien comprendre comment tu vas les accompagner en tant que manager. Garder une dynamique. Avant le confinement, on était 7, avec autant de disciplines que Jérémy a pu les évoquer dans le podcast. Et après confinement, nous en étions 4 et en janvier, on sera 3. Donc ça change beaucoup la dynamique. Donc comprendre les gens, leurs aspirations, prendre un peu ça au vol. Les rôles spécialisés, être capable aussi de comprendre comment tu vas les accompagner. Parce que par exemple, Mike est UX Writer chez nous, c'est pas moi qui l'accompagnais. Donc tu reprends ça aussi un peu au vol et voir comment tu peux l'accompagner. Et l'autre, sujet assez fort, c'est garder une dynamique forte, garder une place forte, sans que mes designers soient complètement submergés par le travail, parce qu'en fait, on doit réapprendre, quand je dis on, c'est l'ensemble des squads et des équipes produits doivent réapprendre à travailler avec moins de designers,
là, on commençait à avoir une excellente dynamique. Ben, tu reviens avec un partage des temps un peu plus fort. Et puis, refaire regrandir l'équipe après derrière. Tu vois, donc tu as de l'accompagnement, faire en sorte que tout se passe bien, accompagner cette transition parce que c'est une vraie transition, récupérer des sujets sur lesquels, tu vois, moi, le design system, j'étais vraiment pas du tout, je l'utilise, mais j'étais pas du tout dans la dynamique de construction du design system. Et ça, c'est un sacré morceau. Donc il faut onboarder, le comprendre, l'accompagner. Donc des choses un peu plus structurantes. Moi, ça me plaît beaucoup. Ce qui fait que oui, le chapter user research là, il est vraiment en panne et en pause. Et c'est un vrai sujet pour moi. C'est est-ce que réellement, et je pense que c'est pas bien, je pense pas que c'est au Head of Product Design d'être aussi owner du chapter user research, parce qu'en fait, à un moment donné, tu peux pas tout faire. Et donc là, c'est un vrai sujet de comment je vais faire revivre la user research sur un temps de transition avant que quelqu'un puisse prendre le relais sur cet aspect-là, quoi. Chouette. On en reparlera un jour, plus tard, une fois que tout ça sera calmé et que tu auras pu remettre tout ça à plat. C'est ça. Solène, on en arrive à la dernière question que je pose à tous mes invités, qui est est-ce que tu as des ressources, des livres, des sites, des podcasts, qu'importe, à nous recommander? Ouais, alors je vais être un peu particulière. Moi, j'aime beaucoup lire sur... parce que voilà, j'ai fait une école de design produit aussi industriel. J'avoue que j'aime... quand je réfléchis à qui je suis en tant que designer, j'aime beaucoup continuer à lire sur des designers comme Charlotte Perriand ou Naoto Fukasawa, enfin des gens qui font pas du design produit numérique. Enfin, je fais la désaction. Donc je vous recommande sincèrement de lire des choses sur, notamment sur Charlotte Perriand, parce que pour le coup, je pense qu'elle n'aurait pas contredit tout ce qu'on est en train de faire sur les produits numériques. Lisez sa biographie, même si elle est son autobiographie, écrite par elle, très mal écrite, mais très intéressante. Pour ceux qui ne la connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous en dire un tout petit peu plus? Charlotte Perriand, donc années 50, 60 et ensuite 70, designer française. Lorsqu'on parle du Corbusier, on croit que donc Corbusier a été architecte, donc avait œuvré pour ce renouveau en fait de l'habitat, c'est-à-dire qu'on habitait l'habitat par notre corps et par les usages qu'on y avait, c'est-à-dire qu'en contradiction avec l'habitat bourgeois en fait, où on représente et on n'y fait rien dedans. Donc c'était des gens qui étaient très tournés vers la nature, le sport, ce qui était très nouveau pour l'époque. Et donc l'habitat est un endroit où on circule, on peut faire du sport, qui est relevé de tout ce qui est ornement, qui est blanc, qui est fonctionnel, mais en même temps super beau. Donc quand on parle du Corbusier, lorsqu'on parle du mobilier du Corbusier, il faut savoir qu'en fait c'est Charlotte Perriand qui l'a dessiné et conçu avec des artisans. Et donc c'était une femme qui, après-guerre, a fait le tour des artisans pour travailler pour le Corbusier. C'est elle qui a tout dessiné. Les cuisines dans les cités radieuses, c'est elle. Enfin voilà. Donc elle est hyper intéressante parce qu'elle dit comment si vous ne connaissez pas l'usage, vous ne pouvez pas concevoir. Et je suis assez d'accord avec. Enfin, on peut concevoir des choses, mais voilà. Moi, je trouve que c'est un bon mantra. Si tu connais pas l'usage, tu peux pas concevoir. Si t'es pas sûr, tu peux pas concevoir en fait. Et pour moi, elle est hyper intéressante parce que c'est une pionnière, quoi. Enfin voilà. C'est quand même quelqu'un qui a dessiné une station de ski. La station des Arcs, c'est elle qui l'a dessinée avec d'autres architectes et promoteurs, mais voilà. Et pour son époque, elle était assez quand même incroyable. Mais lisez d'autres trucs, hein. Lisez Naoto Fukasawa. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est des designers souvent qui ont une vraie approche de l'usage. Naoto Fukasawa, c'est pareil, c'est que c'est un des plus grands designers du siècle, quoi. Mais il y a toujours de l'usage, quoi. C'est pas gratuit, en fait. Il y a une vraie générosité dans l'usage, dans la proposition, et je trouve ça très, très inspirant pour nous. Je vais reprendre une phrase de Denis Perrin de User Studio. Il disait qu'il faut qu'on conçoive les interfaces avec le même degré d'émotion et de détail et d'intérêt que l'on le fait avec une chaise. Voilà. Enfin, pour le coup, il a complètement raison. Ce qui est évident pour nous dans nos intérieurs devrait être évident sur les interfaces. C'est sûr. Donc moi, j'aime beaucoup lire et regarder des docs sur la manière dont les gens font œuvre, donc des Charlotte Perriand ou des
j'en sais rien moi, des designers, mais aussi des artistes. Je trouve ça hyper intéressant de comprendre que ça sort pas nulle part et quel est le cheminement. Donc je regarde beaucoup Arte, j'écoute beaucoup France Culture. Je suis assez chiante en fait. Mais non, Voilà. pas dire ça. Non, c'est hyper intéressant. Mais je trouve que c'est clé pour juste se positionner en tant que designer, mais de manière plus générale, pas que designer produit numérique, quoi, sur ce que vous faites, et trouver du sens dans ce que vous faites, quoi. Et après, sur plein de trucs, moi j'étais hyper friande des formats de The Family qui s'appelaient les Barbare Attack, qui est peut-être un peu daté maintenant, mais qui était super intéressant pour comprendre comment chaque un peu industrie ou service se faisait disrupter, bousculer par le numérique. Ça, c'est toujours cool à écouter. En tant que designer produit, je pense que c'est hyper important d'aller chercher dans les méthodes UX, parce que je me rends compte qu'en fait, il y a pas tant que ça de designers produits qui viennent du milieu UX, et des fois, il y a des petites méthodos qui sont super intéressantes, notamment Tu penses à quoi? le user journey. Je trouve ça fou à quel point il n'est pas utilisé. Alors des fois, il se justifie pas, hein, mais des fois, il se justifie, ou à quel point aussi les gens se disent un user journey, c'est un truc super complet. Un user journey, tu peux le faire sur une petite feature, en fait, sans détailler les émotions, mais juste expliquer qu'est-ce que va chercher la personne à faire et comment il va le faire. Ça te permet de comprendre qu'en fait, justement, il faut ouvrir un peu plus la fonctionnalité. Donc, du coup, je trouve que pour tout ça, je peux que conseiller de lire ou d'avoir chez soi la méthode de design UX de Karine Lallemand. C'est un grand classique, mais en fait, c'est un peu votre encyclopédie. Et quand vous avez des questions sur comment je fais un test utilisateur, comment je fais un card sorting, comment je fais un crazy eight, vous lisez en fait. C'est hyper Enfin, c'est un vrai manuel qui est tiré d'une thèse, donc c'est très détaillé, très scientifique. Donc gardez de la souplesse, vous n'êtes pas obligé de faire au pied de la lettre, mais en fait, vous avez tout, vous n'avez pas besoin de lire 10 articles sur Medium, elle explique tout de A à Z. Donc du coup, voilà, t'as toutes les réponses à tes questions. Voilà, ça j'aime bien, et bien sûr, je pense que je suis comme tout le monde, je lis beaucoup sur Medium, mais je me rends compte que je suis pas très efficace quand je lis sur Medium. Donc, je préfère utiliser Medium quand je m'intéresse à un sujet en particulier que je viens creuser. Enfin, je sais pas si t'as la même sensation, mais J'ai une multitude d'articles à lire en attente que je n'ai jamais lu depuis un an et c'est qu'il ça. faudra que je lise un jour. Et du coup, ça a créé je trouve, cette pression de te dire, mince, je lis pas, j'arrive pas à suivre. Et ça, je trouve que c'est assez piégeant. Donc, du coup, j'ai compris que moi, mon cheval de bataille, c'est quand j'avais un sujet assez précis, je creusais Medium. Et sinon, je lisais, mais je me mettais pas une pression supplémentaire, quoi. Voilà. Mais lisez aussi tout ce que postent les équipes de Spotify et Deliveroo sur la manière dont ils font de la user research ou travaillent le produit, s'organisent sur le produit. Je trouve que c'est les deux boîtes qui en parlent le mieux quand même. Et le plus. Et le plus. Ça, c'est clé. Et mon dernier cheval de bataille, je suis désolée, je t'avais dit que je parlais beaucoup. Aucun problème. Moi, je suis une femme. Et donc, il y a un moment donné, j'ai eu besoin de lire sur la femme et le monde du travail et de l'entreprise, la femme dans la tech. Et ça m'a beaucoup aidée. Donc, j'ai commencé par le grand classique, mais en vrai, qui est quand même assez clé, qui m'a fait me rendre compte que oui, il fallait que je lise beaucoup plus, qui était Lean In de Sheryl Sandberg. Que vous soyez une femme ou pas une femme. Moi, ce bouquin-là m'a été conseillé par Matthew Marino, autre fondateur de User Studio, et je peux que l'en remercier. Et c'est là qu'on découvre quand même on a beaucoup, beaucoup de biais, hommes et femmes, et qu'il est bon juste de lire, de s'informer. Et moi, j'ai continué après avec leur site LinkedIn, qui est vachement bien fait, en fait, sur plein de sujets différents. Il y a plein d'astuces, et je continue encore à lire. Là, j'ai participé au bootcamp de 15 in Tech, qui était super chouette, justement sur la femme dans la tech. Enfin, je continue beaucoup je pense que c'est assez clé de le faire, à la fois parce que si t'es une femme, de comment, en fait, comment t'améliorer, mieux te positionner, trouver la bonne posture, mais c'est aussi clé à l'inverse, en tant que manager de femmes, de comprendre aussi quels sont nos biais vis-à-vis de ça, quoi. Donc je peux que conseiller aussi de le faire.
Super. Bah, je mettrai tous les liens dans la description du podcast pour tous les gens qui sont intéressés pour lire les ressources que tu nous as données. Solène, si les gens veulent te contacter, on les renvoie vers quel média, quel réseau? LinkedIn, je pense que c'est quand même le plus efficace. Ça marche. Et ben, je Ouais. mettrai le lien de ton LinkedIn aussi dans la description. Écoute, Solène, merci beaucoup pour le temps que tu m'as consacré et pour cet épisode. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Merci à toi, Gauthier. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir l'émission. À très bientôt.